Bonjour, je m'appelle Bruno Laprade. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui. Je remercie Yannick et les membres du congrès de me permettre de vous présenter sur vidéo malgré la distance. Ma présentation va s'appeler aujourd'hui What I Love About Being Queer ou Pourquoi a-t-on encore besoin de témoignages des minorités sexuelles. Dans son livre Telling Sexual Stories, Ken Plummer parle de l'émergence dans la sphère publique des récits sexuels qui datent à peu près aux années 60. Donc, sous l'impulsion des mouvements sociaux, les histoires qu'on n'entendait pas se sont mis à être écoutées. Les récits de viol des femmes, les récits de désintoxication des alcooliques anonymes et les récits de coming out des gays et lesbiennes. Ces récits ont fait changer la perception de la société et les façons de faire. On pense notamment à la façon dont les femmes ont pu faire reconnaître le viol à l'intérieur du mariage, alors qu'avant c'était souvent réservé à des étrangers qui violaient une femme, et là c'est le mari qui portait plainte pour viol contre son épouse. Ça a aussi ouvert la voie à de nouveaux récits, notamment les personnes trans, les personnes intersexes et les travailleuses du sexe, pour faire entendre leur réalité. Plummer note cependant, dans les années 90, un déclin du récit des coming out, comme si on serait passé à autre chose. Ça arrive à peu près en même temps que plusieurs ont appelé l'ère post-gay. On se rappelle peut-être que Eve Sedgwick et Didier Ribon ont longtemps défini l'éthos gay à partir de l'affect de la honte. Pour Ribon, être gay, c'était savoir à tout moment qu'on pouvait se faire insulter. Dans l'ère post-gay, on serait passé à autre chose. On peut parler d'ère post-gay ou d'ère post-queer selon les théoriciens, comme Scherer, Ruffalo, Green. Dans cette ère, l'orientation sexuelle ne serait plus une composante principale de l'identité. Surtout, elle ne serait plus une composante fixe, mais elle serait fluide et changeante. Les étiquettes s'adapteraient dans nos vies. Donc, sur le long terme, on pourrait commencer à se définir gay à un certain âge, bisexuel, revenir hétéro et compagnie, mais peut-être même aussi changer d'étiquette en fonction des contextes au sein même d'une même période. L'homosexualité ne serait plus stigmatisée, comme le prouverait la multiplication des personnages gays et lesbiennes à la télévision. En 2013, par exemple, le Gay Lesbian Association Against Defamation rapportait plus de 120 téléséries sur les écrans américains ayant un personnage gay et lesbienne dans un personnage principal. Le film Beyond Gay nous offre peut-être en fait un portrait un peu plus clair de cette idée d'ère post-gay, dans cette idée que l'orientation sexuelle ne ferait plus de différence et ne serait qu'une composante de l'identité parmi tant d'autres. Dans le film Beyond Gay est un documentaire sur les défilés de la fierté dans le monde. Et à chaque défilé, on voit apparaître un Freedom Meter, un baromètre de la liberté en fonction de l'acceptation générale et des lois sur l'homosexualité dans les différents pays. Évidemment, le Canada trône au bord complètement du Freedom Meter quand on va à Vancouver ou à Toronto pour leur défilé de la fierté. Le film indique comment plus un pays est tolérant des homosexuels, moins les manifestations de la fierté sont des manifestations et plus elles sont des fêtes, donc moins politiques. Ce qui rappelle un peu la définition de l'homonormativité de Lisa Duggan, donc une possibilité d'une identité gay dépolitisée, ancrée dans le néolibéralisme et la consommation. Si les gays sont à la télévision partout, si le coming out est dépassé, une vieillerie des années 70, pourquoi alors est-ce qu'on doit encore témoigner aujourd'hui? Pourquoi est-ce que Vivek Shraya, avec What I Love About Being Queer, a senti le besoin de faire un tel documentaire? Surtout avec peu de moyens. What I Love About Being Queer, c'est 36 portraits de personnes aux origines et aux parcours divers, tant en âge, en genre qu'au niveau des origines ethnoculturelles. 36 portraits sur fond blanc, fait avec peu de budget au point qu'une entrevue d'un extra fait mention du bruit du réfrigérateur que l'on peut entendre en trame de fond puisque le film a été tourné dans l'appartement du réalisateur. Pour pouvoir répondre à cette question-là, je pense que c'est important d'amener le concept de géographie imaginaire, tel que le concept de Edward Said, puis repris aussi par Jasbir Puar en contexte LGBT pour parler d'homonationalisme. La géographie imaginaire, c'est l'idée que l'on se fait une vision unifiée d'un espace, chez Saïd l'Orient, chez Puar l'Amérique, et que l'on prête à cet espace des caractéristiques homogènes malgré une disparité de pratiques. Dans Beyond Gay, par exemple, le Freedom Meter trace le Canada comme un endroit complètement libre d'homophobie partout, alors qu'on sait bien que ces espaces ne sont pas tout à fait vrais. Par exemple, on continue de faire des rapports sur l'homophobie en milieu scolaire comme un bastion en tout cas de l'homophobie, ou de représenter en fait le Canada comme une terre de merveilles pour les réfugiés gays et lesbiennes, alors qu'on ne considérera pas que ces immigrants vont aussi vivre du racisme en arrivant ici, ou on n'analysera pas non plus les politiques d'immigration d'Harper, qui fait en sorte que c'est de moins en moins facile pour les immigrants d'avoir accès aux frontières. La géographie imaginaire nous force à réfléchir à la construction des discours dominants sur la sexualité et à ce qui les fait circuler. À pourquoi est-ce qu'on peut imaginer ces discours-là. C'est pour ça que Richard Dyer
parlait de la montée de ce qu'il appelle les politiques culturelles, un activisme langagier qui vise beaucoup à travailler sur ce discours et donc sur le vocabulaire lui-même. On le voit avec justement le jeu sur les insultes qu'on veut enrayer dans les écoles, on veut enlever le mot faggot, on veut enlever le fait que les enfants disent « Ah, c'est gay » pour parler de toutes sortes de choses. On l'a vu récemment avec l'usage du mot « tranny » dans RuPaul Drag Race. Il me semble que What I Love About Being Queer joue justement sur la ligne du vocabulaire avec le mot queer, mais elle fait d'une manière un peu différente de cet activisme-là très frontal de changer les mots. On aime souvent se rappeler que le mot queer était d'abord une insulte, puis qu'il a été réapproprié par les marginaux, notamment par le travail maintenant légendaire de ACT UP et Queer Nation, entre autres. On en parle comme une ligne droite. La réappropriation de l'insulte amenant nécessairement vers une libération gagnée par les luttes sociales. Il semble que cette ligne droite oublie souvent que le langage est mouvant, en tension, qu'il n'est jamais fixe. Cela ne veut pas dire qu'il faut toujours être sur nos gardes, que nos luttes ne sont jamais acquises et que l'on pourrait revenir en arrière. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à la manière libérale, on pense que justement, faut toujours être sur nos gardes pour éviter qu'il y ait justement des conservateurs qui viennent nous enlever nos droits. Mais il ne faut pas oublier que c'est pas juste ça, c'est aussi en fait que le langage est toujours tiré dans toutes sortes de directions par différentes forces, et pas seulement une qu'il tire à sa façon pour lui donner les connotations qu'on lui connaît aujourd'hui. Queer, notamment, est de plus en plus populaire, que ce soit dans le milieu académique, qui sert maintenant beaucoup de substitut à l'acronyme LGBT, ou dans les émissions de télévision comme Queer as Folk et Queer Eyes for the Straight Guys. Didier Ribon se plaignait d'ailleurs que les études queer s'étaient institutionnalisées plus vite que les études LGBT, comme si le terme passait plus facilement que le terme stigmatisé gay. Cette réappropriation du terme par les médias montre bien à quel point on est loin des marginaux de la première vague, et si pour plusieurs c'est une réussite, il faut tout de même noter vers où le terme a été tiré. Repris par les médias, un mot qui se voulait large, englobant, devient de plus en plus petit et il se rapetisse. Si on regarde la composition de casting de Queer as Folk et Queer Eyes for the Straight Guys, pour eux, être queer, c'est être un homme gay blanc. Ce qui est une critique récurrente de l'identité gay elle-même depuis au moins les années 70. Qu'il y a cette construction-là qui se fait entre l'identité blanche et l'identité gay, qui serait une identité racialisée, mais qu'on cache les caractéristiques de la blancheur de l'identité gay. Un des exemples dans la façon dont queer est utilisé de façon limitée est le cas de Tourisme Montréal, qui a mis sur pied le concours Queer of the Year. Il s'agit de manière avouée d'un outil promotionnel pour attirer une nouvelle génération de gays et lesbiennes aisés, plus jeunes et branchés à partir d'Internet. Le but est de les amener à Montréal par un concours qui se passe en anglais, c'est un des aspects particuliers du concours, comme une télé-réalité sur le web, et va chercher des candidats dans des marchés clés pour les amener à Montréal pour le défilé de la fierté. La reprise de l'insulte par une institution officielle pour en faire un terme de vente montre bien que le mot n'a plus rien de dérangeant aujourd'hui. Il me semble que c'est dans ce contexte que What I Love About Being Queer est une résistance, qui sert à élargir les définitions possibles de ce qu'est être queer, afin d'éviter que des gens ne sortent de cette catégorie, pour lui redonner en quelque sorte un mordant politique. En fait, What I Love About Being Queer est beaucoup plus complexe qu'une simple mise en scène d'aveux identitaires de personnages LGBT qui viennent avouer devant la caméra. Pour moi, le film joue efficacement avec les codes, il donne à voir et se dérobe, notamment par de nombreux effets de réel. Ce qui rappelle le concept d'homographèse de Lee Edelman. L'homographèse, en gros, c'est le processus de mise en signe de ce qui est censé être invisible, soit l'homosexualité. C'est une mise en signe qui est nécessaire afin que soit reconnue ou qu'on puisse lire l'homosexualité chez les individus par la société. En gros, on pourrait identifier ça au stéréotype ou la façon qui fait en sorte que les gens peuvent identifier l'homosexualité sur les corps. Alors qu'on sait très bien que l'homosexualité, c'est pas quelque chose corporel, nécessairement. Il n'y a pas d'homosexuel typique avec un gène ou quoi que ce soit. Bon, peut-être, là, mais ça, c'est une autre histoire. Une phrase qui explique bien l'homographèse, je vous la lis ici, le processus qui construit l'homosexualité en objet de discours, en catégorie culturelle à propos de laquelle on peut penser, parler ou écrire, coïncide dans cette logique d'homographèse avec celui par lequel le sujet homosexuel est représenté comme habitant, ou même plutôt comme étant un corps qui exige constamment d'être lu, un corps sur lequel sa sexualité est toujours déjà inscrite. En fait, l'homographèse est la condition et la codification dans le langage de ce que l'on associe à l'homosexualité. Et pour Lee Edelman, c'est aussi la possibilité, en fait, de résister à cette codification.
C'est en ce sens que Vivek Shraya vient travailler la définition de queer. Il utilise le potentiel offert par la nouvelle familiarité du terme, son usage mainstream à la mode, qui le rend proche, facile à la compréhension. Cette proximité permet au réalisateur de présenter des corps de la diversité sexuelle sans choquer. Les récits de coming out ont habitué le spectateur à cette forme de représentation, au dévoilement de l'orientation sexuelle de personnages ou de célébrités. Les images de gays et lesbiennes cherchent souvent à mettre de l'avant la normalité ou la normativité de ces personnes et à défaire les anciens stéréotypes tels que ceux de la folle et de la drag queen. Le mot d'ordre est que n'importe qui peut être gay sans que les gens le sachent. C'est là qu'intervient dans le film l'inquiétante étrangeté, si on peut reprendre un terme freudien, qui souligne ce sentiment d'étrangeté au sein du familier, une forme d'anomalie là où l'on devrait retrouver du quotidien, sans savoir nécessairement ce qui cloche. En effet, alors que le titre souligne que les protagonistes nous parleront des aspects positifs de leur identité, ceux-ci nous livrent plutôt un récit qui souligne leur non-conformité à la norme. Tantôt c'est la mise au premier plan du manque de modèles à suivre, leur ayant permis une plus grande inventivité identitaire, hors des rôles sexuels rigides, tantôt c'est la capacité de se faire une famille choisie qui est valorisée, d'entretenir d'autres modes de relations que le couple monogame, à contresens du modèle traditionnel. Si tout est tourné de manière positive, on sent pourtant poindre la conscience des systèmes d'oppression, comme l'hétérosexisme et le racisme, ayant eu un impact sur la vie des gens. Mais loin d'en faire un drame, les protagonistes tournent plutôt ces situations de discrimination à leur avantage. Ils sont conscients de la façon dont celle-ci les a construits et ont fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. What I Love About Being Queer déplace également la frontière de ce qui est être queer de deux façons. La première en réaction à la critique de la blanchité. Le film cherche à offrir d'autres représentations en montrant une diversité de corps. Cette diversité s'exprime tant au niveau du genre, de l'âge que de l'orientation culturelle. Il est d'ailleurs à noter que le réalisateur n'indique pas la façon dont chacun se représente en termes de genre, de comportement sexuel ni d'origine culturelle. C'est donc le regard du spectateur qui attribue le plus souvent une identité raciale ou un genre au protagoniste. Queer y sert de terme parapluie pour englober une variété de représentations, et c'est au spectateur de recréer une unité à partir de cette superposition d'images. Deuxièmement, le film cherche à déplacer le rapport savoir-pouvoir des représentations de l'homosexualité. Il donne la parole directement aux personnes qui s'autoproclament queer plutôt que de se faire imposer une étiquette. Queer empêche de poser un regard précis sur leur sexualité. Même si certains font mention de partenaires de même sexe, la plupart ne parlent que peu de leurs partenaires sexuels dans ce flou post-identitaire que représente le queer. C'est encore une fois au spectateur d'imaginer de quoi a l'air leur sexualité, car il n'est pas tant ici question de désir, ce qui le façonne, la façon dont il s'exprime, que de leur relation au monde en général dans les différentes facettes qui dépassent le sexuel. De façon paradoxale, le film crée une essence au queer. Le titre l'annonçait déjà, Being queer, être queer, à la façon dont Foucault parlait d'un type homosexuel. C'est bien là que se joue l'homographèse, que l'homosexualité entre en relation avec l'écriture. Le cinéaste cherche à donner à voir, et ce faisant, il met en conflit le regard du spectateur et le pouvoir d'autodétermination de ses sujets. À différents moments, d'ailleurs, le film ne joue pas purement sur le témoignage, même si des plans très réels. Vivek Shraya travaille en fait les effets réels provoqués par le film, et on les voit à différents moments. C'est ce que le magazine Extra a appelé « The Candid and Raw Look at Queerness ». Et d'une certaine façon, il joue sur le dispositif de l'aveu, si on peut reprendre le concept foucaldien en fait de comment on fait dire au corps. Et au contraire, dans son film, il joue à détourner cette idée de l'aveu, justement. Le film vient créer un sentiment d'unité, de définition du queer, là où on ne devrait voir que 34 personnes. Si l'on porte attention au discours des protagonistes, on s'aperçoit qu'il est très peu question de leur vie personnelle. Ils nous rapportent moins des événements leur étant arrivés que les projections qu'ils font de leur communauté. Il y est question tantôt de la place valorisée qui occupe les corps gros, tantôt des regards qu'on peut échanger à des couples de même sexe dans la rue pour leur faire savoir que qu'on les comprend. Une emphase est mise sur la construction sociale de soi, sur la construction de sa famille choisie, par opposition à un mode de vie hétérosexuel. Même les moments où l'on parle de sexe peuvent être vus comme une tentative narrative de créer des effets de réel en jouant sur le jeu de la confession. Mis à des moments clés, pour relancer le récit, les moments où les participants nous disent aimer le sexe ou aimer le pénis de toutes les couleurs ne décrivent absolument pas des actes concrets. La sexualité y demeure mystifiée, même si elle est utilisée pour créer cette impression de confidence, l'illusion de briser le tabou. Par l'accumulation de récits, le réalisateur trace les contours de ce que c'est qu'être queer, lui donnant une apparence de vérité. C'est peut-être bien là la force du film, son détournement du processus de l'aveu, donnant l'impression de faire dire des choses à ses corps alors qu'en réalité ils ne dévoilent que très peu, les corps eux-mêmes n'étant jamais entièrement montrés puisque les plans ne dévoilent que leur tête.
What I Love About Being Queer joue sur les possibilités ouvertes par les récits du coming out des années 60. Sa force est de nous amener sur un territoire qui semble connu, balisé, mais d'en détourner les représentations typiques, les corps habituels. Le film, oui, cherche à mettre de l'avant une identité positive qui se fait en accolant justement la non-normativité avec une idée du militant plus typique politisé qui met de l'avant des valeurs comme la solidarité, la positivité de la sexualité, la recherche de la différence notamment. Je pense que c'est ce qui fait la force du film, et c'est aussi en fait ce pourquoi c'est important en fait qu'on ait des témoignages aujourd'hui alors qu'on est dans une société qui nous enferme, qui nous enlève toutes ces valeurs-là. Le film essaie d'ouvrir un espace qui n'existe pas, peut-être pas dans l'espace traditionnel, de l'espace public traditionnel. Et donc, c'est pour ça que c'est aujourd'hui encore super important de pouvoir avoir d'autres espaces, d'autres façons de s'identifier, et de multiplier les identités dans la sphère publique pour permettre à plusieurs personnes de pouvoir s'y reconnaître et s'identifier. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci beaucoup.